Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 janvier 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Thank you, Nima. Hi, and thank you for inviting me again. Merci Nima. Bonjour et merci de m'avoir invité à nouveau, malgré mes sanctions. Vous n'avez pas peur de l'Union européenne. C'est bien. Vous serez probablement qualifié de média pro-russe, mais ce n'est pas grave. Probablement. Je ne sais pas. Colonel, je pense que beaucoup de personnes dans notre audience, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Aimeraient savoir ce qu'il en est de votre affaire et des sanctions qui vous visent. Quelles sont les dernières évolutions que vous pouvez partager avec nous? Eh bien, tout d'abord, il faut que les gens comprennent que mon cas est unique. Beaucoup de personnes ont été sanctionnées par l'Union européenne, mais cette affaire est absolument unique. D'abord, parce que ces sanctions sont conçues comme des mesures de politique étrangère. Et comme je vis au sein de l'Union européenne, c'est la première fois qu'une personne vivant dans l'Union européenne est soumise à des mesures de politique étrangère. Cela a des conséquences, car lorsque ces sanctions sont élaborées, puisqu'elles visent généralement des personnes comme des terroristes ou d'autres individus en dehors de l'UE, le cadre juridique n'est pas le même que celui qui s'applique à l'intérieur de l'Union. Ainsi, lorsqu'ils ont appliqué les sanctions à mon égard, ils m'ont traité comme si j'étais un terroriste en Syrie. Cela signifie que ces sanctions sont appliquées sans aucun cadre reconnu ou fondé sur le droit en Europe. Et c'est la raison pour laquelle il existe cette seconde couche. Dans l'Union européenne, fondamentalement, mon cas montre qu'au sein de l'Union, on peut priver quelqu'un de sa liberté de mouvement, de sa liberté de se nourrir, en somme, de sa liberté de vivre. Comme je n'ai pas le droit d'accéder à mes comptes bancaires, je ne peux pas acheter de nourriture, payer mes factures, mon électricité, ni quoi que ce soit d'autre. Ainsi, sans aucun procès, sans avoir enfreint la moindre loi, sans être confronté à une accusation publique, sans pouvoir me défendre ni même me justifier, je suis privé de nourriture. Je suis privé de tout ce qui permet de vivre. En ce moment, je vis grâce à la solidarité de mes voisins, des personnes qui m'apportent de la nourriture. Depuis le 15 décembre, je n'ai pas pu acheter de quoi manger. Et il n'y a eu aucune réaction du gouvernement belge, même s'ils savent que je suis résident. Ma résidence principale est en Belgique. Ils le savent. Je suis un résident enregistré. La Suisse le sait aussi, car je suis inscrit auprès de l'ambassade suisse à Bruxelles. Donc ils le savent, mais ils n'ont pris aucune mesure pour m'aider. Ils ont simplement appelé pour dire qu'ils sont en contact avec moi. C'est la seule chose qu'ils ont faite jusqu'à présent. Et l'Union européenne le sait. Et bien sûr, la France, le pays qui apparemment m'a mis sur cette liste. Donc, eh bien, on pourrait dire qu'ils n'ont peut-être pas pleinement compris cela au moment de prendre leur décision. Eh bien, cela soulève alors la question de savoir comment la France prend ses décisions. Comment le renseignement français est capable de fournir des informations sur quelqu'un au sein de l'Union européenne. Il y a une vidéo intéressante réalisée au Parlement allemand, car parmi la soixantaine de personnes figurant sur la liste des sanctions du 15 décembre, des journalistes ont mentionné mon nom, précisément parce que je suis un cas unique. Et ils ont demandé au gouvernement allemand « Pourquoi avez-vous approuvé le colonel Jacques Baud sur la liste des sanctions ?» Et un représentant du gouvernement allemand, eh bien évidemment, il est très embarrassé. On peut voir la vidéo, elle est sur YouTube. Il a l'air très mal à l'aise et il a dit « Eh bien, nous ne savions pas. » Mais en fait, nous sommes convaincus que c'est juste.
C'est ça. Donc cela veut dire qu'ils prennent des décisions sans même savoir si elles sont justifiées, sans comprendre les conséquences. Et au-delà de tout cela, je veux dire, évidemment, ma vie personnelle est clairement affectée et impactée. Mais au-delà de ça, on voit que la prise de décision qui conduit à des choix aussi importants se fait totalement au hasard. En français, on appelle ça la prise de décision au doigt mouillé, tu sais, quand on mouille son doigt et qu'on le met au vent. Et c'est exactement ça. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils approuvent simplement des choses. Et cela montre en fait la faiblesse fondamentale du processus décisionnel au sein de l'UL. Et je suis sûr que les gens n'ont même pas réalisé les conséquences de mon affaire. Personnellement, je pense que c'est ma propre théorie. Je ne peux pas en être sûr. Je pense, ou disons que ma théorie est, que je n'ai pas été directement visé. En fait, puisque soi-disant, la demande de sanctions contre moi venait du gouvernement français, il voulait en réalité sanctionner un autre citoyen français, en quelque sorte à moitié français, à moitié russe. Il vit à Moscou et gère des programmes de RT ou quelque chose comme ça. À mon avis, le gouvernement français voulait le viser comme la principale cible. Le problème, c'est que, comme ce serait la première fois que le gouvernement français appliquerait une sanction à l'un de ses propres citoyens, il devait atténuer la portée de l'affaire. Il leur fallait trouver une sorte de dommage secondaire, collatéral si l'on veut, et je me considère comme ce dommage collatéral dans ce cas. Je ne suis pas sûr d'avoir été la principale cible, mais le gouvernement français devait justifier un objectif plus large pour la sanction que celui de simplement viser Xavier Moreau, qui est la véritable cible et politiquement parlant, très opposé au gouvernement français actuel. Et c'est mon point de vue. Cela signifie donc que nous avons ici une série de décisions, disons, de mesures, qui sont totalement inappropriées dans mon cas. Je suis victime d'un malentendu, d'une mauvaise gestion et de décisions mal prises. Comme je l'ai déjà dit, c'est à mon avis une expression de la faiblesse du processus décisionnel au sein de l'Union européenne, mené par des personnes incompétentes qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui sont immatures. C'est quelque chose que nous avons déjà dit à de nombreuses reprises, et cela en est simplement une nouvelle confirmation. Donc, encore une fois, quand je vois la réaction que mon affaire a provoquée dans le monde entier, je peux dire que Lou Mel O'Kearns n'a certainement pas amélioré sa propre situation. Je veux dire, elle s'est clairement tiré une balle dans le pied. Nous revenons donc à ce que nous avons souvent dit à propos de la situation géopolitique. Lou Maverick Colambre fonde son jugement non pas sur une analyse approfondie, mais sur une analyse très superficielle. En fait, ce n'est même pas une analyse, c'est une perception plutôt qu'une analyse. Et au final, elle ne mesure même pas les conséquences de ses décisions. Je veux dire, nous en avons parlé de nombreuses fois. Avec l'interdiction du gaz naturel en provenance de Russie ou d'autres endroits et tout le reste, nous voyons que des décisions sont prises sans mesurer l'impact à moyen ou long terme de ces décisions. Et c'est, je dirais, la marque d'une prise de décision adolescente. Vous savez, quand on n'est pas capable d'anticiper les effets et les conséquences de ses choix à moyen ou long terme, on peut sérieusement remettre en question les capacités de ceux qui prennent ces décisions. Et nous y voilà, un exemple flagrant. Voilà donc où j'en suis pour le moment. Maintenant, bien sûr, je prépare la contre-attaque, car je dois me défendre. Je suis donc en contact avec des avocats pour traiter le problème. La difficulté, comme je l'ai dit, c'est que ce n'est pas une décision juridique. Cette décision n'a été prise par aucun tribunal. Je n'ai jamais été jugé pour les choses dont on m'accuse, à savoir
la propagande ou le fait d'apparaître sur des sites pro-russes ou des choses de ce genre. Tout d'abord, personne ne peut définir exactement ce qu'est la propagande. Même l'accusation elle-même suppose une sorte de théorie du complot, car ils imaginent qu'il existe des agents ou des réseaux opérant pour la Russie, et ainsi de suite. Vous savez, je n'ai absolument aucun lien avec la Russie. Alors, où ont-ils trouvé le moindre indice d'un quelconque réseau? C'est une pure théorie du complot, de A à Z. En outre, même si je faisais de la propagande, ce que je nie, j'ai dit, et c'est écrit dans tous mes livres, que je ne veux faire de propagande pour aucun camp dans aucun conflit. En tout cas, même si je faisais de la propagande n'est interdite par aucune loi. Il n'existe aucune loi qui interdise la propagande. Il y a des lois contre la diffamation, quand on accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, ou des lois qui interdisent d'insulter les gens. Mais cela n'a rien à voir. Cela va au-delà de la propagande et de tout cela. Il n'existe donc aucune loi qui définisse ce dont on m'accuse. Même être sur un site pro-russe. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre site, par exemple, votre chaîne, est-elle une chaîne pro-russe? Personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Nous avons donc affaire à une accusation très vague, qui est en elle-même une théorie du complot. Et comme je l'ai dit, c'est en réalité une décision politique. Ce n'est pas une décision juridique. Et cela rend la défense, ma défense, plus difficile. Parce que, au bout du compte, cette décision n'a pas été prise par un tribunal, mais par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UM and Opéra. Et ils l'ont fait selon la règle de l'unanimité, ce qui signifie qu'il y a 27 personnes, et que les 27 devaient être d'accord, même s'ils ne savaient pas qui j'étais. Mais maintenant, il faut faire le chemin inverse, et c'est bien plus difficile. Il y a donc un processus politique, et aussi un processus juridique, car on peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de justice européenne, et exposer le dossier en expliquant que la décision n'était pas juste. Et donc, avec une décision du tribunal, vous pouvez probablement essayer d'influencer ce que le ministre pourrait décider à l'avenir et peut-être me retirer de la liste des sanctions. Mais cela prendra beaucoup de temps, car la Cour de justice de l'Union européenne n'est qu'un groupe de fonctionnaires et ils ne sont évidemment pas pressés de résoudre l'affaire. Voilà où j'en suis à ce stade. En plus de cela, il y a beaucoup de gens qui profitent de cette accusation pour ajouter leur propre théorie du complot. Mais ce sont, disons, des batailles secondaires, et nous les mènerons aussi, car elles ne peuvent évidemment que nuire à la question principale. Voilà où j'en suis à ce stade. En attendant, comme je l'ai dit, depuis le 15 décembre, je suis sous sanction. Donc depuis le 15, je vis essentiellement grâce à la solidarité de mes voisins. Incroyable. Carl, passons à ce qui se passe au Venezuela et aux États-Unis. Nous savons que l'administration Trump a décidé d'enlever le président du Venezuela et de l'amener aux États-Unis pour qu'il y soit jugé, comme ils disent. Mais quand on regarde l'ensemble de l'affaire, enlever un président, le président du Venezuela, je ne vois pas ce qui pourrait mieux illustrer la destruction du droit international. Quand vous considérez toute la situation au Venezuela, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et comment pouvons-nous comprendre ce type d'action de la part du président des États-Unis, l'un des dirigeants les plus puissants de la planète? Eh bien, il est évident qu'il y a là une multiplicité de problèmes. Dans mon livre sur la gouvernance et les fausses nouvelles, j'ai abordé la question du Venezuela pendant le premier mandat du président Trump, avec toute l'affaire Juan Guaidó et tout ce qui s'y rattache. J'ai creusé la question de savoir qui avait réellement remporté l'élection à cette époque,
la légalité du gouvernement Maduro, et ainsi de suite. En fait, c'est très intéressant, car ce que j'ai révélé à l'époque, c'est que les États-Unis tentaient déjà littéralement de fabriquer un dossier contre le Venezuela. Et nous voyons exactement la même chose aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, nous sommes confrontés à quelque chose dont nous avons souvent parlé, mais dont les gens n'ont probablement pas saisi toute la portée. En réalité, cela montre clairement que nous sommes passés d'un ordre fondé sur le droit international à un ordre fondé sur des règles internationales. To the international rules-based order. It's no longer the law that constitutes. La loi ne sert plus de point de référence lorsqu'on évalue une situation. Désormais, il s'agit de règles, des règles définies par ceux qui détiennent le pouvoir, en l'occurrence les États-Unis. Évidemment, c'est le pays le plus agressif. Il en a les moyens. Il dispose d'une présence militaire dans le monde entier et utilise les ressources clandestines de la CIA et d'autres pour influencer les événements. Et c'est probablement ce qui s'est passé au Venezuela, dans ce cas. Eh bien, je ne veux pas entrer dans tous les détails, car je ne les ai pas étudiés en profondeur. Mais apparemment, la situation actuelle montre que des personnes ont été soudoyées, ou qu'il y a eu une forme de corruption orchestrée par les États-Unis pour obtenir la destitution du président Maduro. Mais tout cela ne repose pas sur le droit international, car évidemment, cela serait interdit par le droit international, mais est en réalité autorisé par les règles définies par les États-Unis. Et c'est là que l'on voit, par exemple, certaines accusations formulées par le gouvernement américain, à savoir ce soi-disant « cartel des soleils » ou quel que soit son nom exact, que Maduro aurait prétendument dirigé ou coordonné. Et maintenant que Maduro est aux États-Unis et qu'il est jugé, ils ont abandonné cette accusation. Ils ont même déclaré que ce cartel n'avait jamais existé. Cela montre qu'ils ont complètement fabriqué l'affaire de A à Z. Et vous verrez, encore une fois, nous avons commencé cette émission avec mon cas personnel. Et bien sûr, je ne suis pas un cas aussi important que Maduro. Mais il y a certaines similitudes. On fabrique simplement une affaire pour appuyer son propos. Ce n'est plus la loi qui sert de référence, ce sont les règles que vous établissez. C'est exactement cela. Les droits humains, dans mon cas, devraient définir ou obliger n'importe quel pays, car chaque pays, normalement, dans l'U-Member, possède des règles pour empêcher qu'une personne soit privée de ses libertés fondamentales. Mais cela n'a pas été appliqué. Nous ne sommes donc pas dans le domaine du droit. Nous sommes dans celui de règles définies arbitrairement, sans aucun consentement de la population. Ce sont des règles établies par votre parti au pouvoir ou votre camarilla, clique, junte, appelez-la comme vous voulez, des personnes non élues qui décident des règles. Et c'est exactement ce que nous avons. Et c'est exactement ce que nous avons aussi ici au Venezuela. Ce que cette affaire démontre, et bien sûr compte tenu de la situation dans laquelle je me trouve, je m'y identifie, même si elles sont très différentes, c'est qu'en essence, tout revient à la même absence de loi dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est la loi du plus fort, point final. C'est vous qui décidez qui est bon et qui est mauvais. Ce n'est pas la légalité qui définit ce qui est juste, c'est la légitimité. Vous savez, la légalité, c'est quand on suit la loi, et la loi a des lignes rouges. Et si vous franchissez ces lignes rouges, vous êtes en dehors de la loi. C'est aussi simple que cela. Je veux dire, la ligne peut être plus large ou plus fine, cela dépend du cas, mais en principe, la loi définit les limites de ce que vous êtes autorisé à faire. Et lorsque vous franchissez ces limites, vous êtes alors en dehors de la loi. C'est la légalité ou l'illégalité. Quand on parle de légitimité ou d'illégitimité, on ne parle pas de la légalité en elle-même, mais de la perception de la légalité. Vous savez, même si l'on peut dire qu'un pays, et maintenant nous parlons du Venezuela,
mais nous pourrions tout aussi bien parler de l'Iran dans quelques semaines. Vous savez, le Venezuela ou l'Iran peuvent avoir des lois différentes, des pratiques différentes, des coutumes différentes dans leur système politique, dans leur manière d'élire les gens, dans la façon dont le pays est gouverné, et tout cela. Nous avons tendance à dire que même si quelque chose est légal dans un pays, nous le qualifions d'illégitime parce que la population ne peut pas vraiment décider de ceci ou de cela. Comme je l'ai souvent dit, je viens de Suisse. La Suisse est considérée comme un pays démocratique parce que nous votons sur presque toutes les décisions importantes. La population vote par référendum et nous décidons de presque tout. Nous décidons s'il faut construire une nouvelle autoroute, un tunnel dans les Alpes, augmenter les impôts ou acheter de nouveaux avions. Nous avons même voté sur la question de démanteler l'armée. Eh bien, la population a refusé, mais tout de même, nous avons voté. Donc nous votons sur tout. Maintenant, si je regarde la France, par exemple, qui est juste à côté, elle aussi prétend être démocratique. Mais quand je vois les décisions qu'ils prennent, qui ne sont pas soutenues par la population, seulement par une clique de politiciens, souvent corrompus, qui finissent même en prison pour corruption d'ailleurs, ils prétendent être démocratiques, mais ce n'est pas la même démocratie que nous avons en Suisse. Alors, quelle est la base pour mesurer la démocratie? Le système en France est probablement légal. Je veux dire, peut-être pas exempt de corruption, mais le système lui-même est légal. Pourtant, avec un regard suisse, je dirais qu'il n'est pas légitime, car il ne respecte pas la volonté de la population. De mon point de vue, je peux ajuster ma perception du système en France. Donc la France prétend être démocratique, mais je l'ai dit de nombreuses fois et je l'ai écrit dans mes livres. Pour moi, la France n'est pas une démocratie. C'est une monarchie élective. Point final. It's an elective monarchy, period. You just elect the king. Vous élisez simplement le roi. Et si vous regardez la structure de la France d'ailleurs, vous diriez que c'est presque la même structure que celle qu'ils avaient sous la monarchie. Alors, réfléchissez à ceci. Quand Maduro est enlevé par le gouvernement américain, quelle est la réaction en Europe? Où est l'indignation en Europe? Étonnamment, ils prétendent être des démocrates. Ils prétendent suivre la loi, l'état de droit et tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de l'enlèvement de Maduro, quelle est la réaction de l'Union européenne? Ils se contentent de dire que Maduro n'était pas légitime. Ils ne disent pas qu'il n'était pas légal. Donc ils ne sont pas légitimes. Ce qui signifie que c'est une question de perception. Et encore une fois, nous sommes dans le domaine de la perception. Nous ne sommes pas dans le domaine de ce qui est mesurable, de ce qui doit être défini par des articles de loi ou des choses de ce genre. Nous traitons de quelque chose d'indéfini. La légitimité n'est pas vraiment définie. Est-ce les sondages qui définissent la légitimité? Et comme vous le savez, supposons que ce soit le cas. Mais tout le monde sait que les sondages peuvent donner des résultats différents selon les personnes interrogées. Alors, qu'est-ce que la légitimité? C'est la réaction que nous avons en Europe. Elle ne repose pas sur le droit, elle repose sur des règles. Et c'est l'évolution que nous observons aujourd'hui, je pense, dans le monde. Et c'est extrêmement préoccupant, car cela signifie que les décisions sont en réalité fondées sur des choix arbitraires, non sur quelque chose que l'on peut vérifier, mais sur quelque chose qui change selon celui qui décide. Et c'est là où nous en sommes avec toute cette question des sanctions et tout le reste. Pas seulement dans mon cas d'ailleurs, mais dans tout ce que nous traitons. Parce que maintenant, au lieu de passer par des processus diplomatiques ou de négociations, nous appliquons des sanctions. C'est une politique de coercition généralisée. Et cela s'applique d'ailleurs à la Suisse aussi. Je veux dire, la Suisse est le deuxième pays qui sanctionne le plus la Russie.
Le premier étant les États-Unis, le deuxième la Suisse, puis vient l'Union européenne. Cela a peut-être changé, mais c'était la situation en août de l'année dernière. Cela a peut-être évolué depuis. Mais néanmoins, même si c'est la troisième, on ne s'attend pas à voir la Suisse comme un pays sanctionneur, surtout parce qu'elle est neutre. Et pas seulement en raison de sa neutralité, mais aussi parce que l'existence même, le but même, je dirais, de la politique étrangère suisse était précisément de rester au centre, d'offrir une possibilité aux différentes parties de dialoguer. Une fois que l'on prend la position d'une partie, on ne peut plus être le médiateur dans cette affaire. Et c'est là que l'on observe ce changement très marqué. La Suisse en est vraiment le symbole. Mais au-delà du cas de la Suisse, c'est quelque chose que nous avons constaté dans tous les conflits. Nous avons souvent parlé du conflit en Palestine, par exemple, et même de l'Iran, nous l'avons mentionné. Nous savons que les actions d'Israël étaient illégales et même illégitimes, d'ailleurs. Mais quelle a été la réaction de l'UE Oberbauer? Aucune réaction. Ils ont une sorte de compréhension flexible de la situation. Parfois, quand cela les arrange, ils condamnent les violations du droit international. Et quand cela ne les arrange pas, ils ne font rien. Et quand ils ne peuvent pas améliorer les choses, quand ils n'ont pas la capacité ou les moyens de traiter une situation comme nous le faisions autrefois, par la diplomatie, par les relations étrangères et tout cela, ils se contentent d'imposer des sanctions. Et en fait, c'est exactement ce que nous avons. Nous avons simplement un cas extrême avec le Venezuela. Mais sur le fond, c'est exactement cela. Fais ce que je t'ai dit de faire. Sinon, j'enlèverai ton président. Sinon, j'imposerai des sanctions contre toi. Sinon, j'enverrai mes troupes. Je renverserai ton gouvernement. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous pensons au Danemark. Le gouvernement du Danemark est certes légal, mais est-il légitime? Le gouvernement du Danemark est-il légitime? Les États-Unis considèrent-ils le gouvernement du Danemark comme légitime? Ils ont fabriqué un cartel dans le but d'inculper Maduro. Ils pourraient en fabriquer un autre pour le président du Danemark. Quelle serait la différence? Et c'est là que nous en sommes. Nous vivons dans un système qui est, en réalité, un dispositif extrêmement proche de la criminalité organisée, où l'on définit les règles parce qu'on est le plus fort. L'état de droit qui a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt, le système de droit international issu de la Seconde Guerre mondiale, avait précisément pour but d'empêcher un acteur puissant d'imposer sa volonté aux autres. Bien sûr, cet acteur puissant à l'époque, c'était l'Allemagne. L'Allemagne avait été plus ou moins, enfin, je dis plus ou moins car les historiens peuvent en débattre, mais en tout cas, l'Allemagne était considérée comme l'initiatrice de 2 guerres mondiales. L'idée était d'empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. Par conséquent, le droit international a été conçu de manière à ce que personne ne puisse émerger comme une puissance capable d'imposer sa volonté. Le problème, c'est qu'au fil des années, surtout après la fin de la guerre froide, la Russie en particulier, mais aussi la Chine, n'était pas aussi puissante que l'Occident, et surtout que les États-Unis. Elles n'étaient pas en mesure de jouer le rôle qu'elles étaient censées jouer dans ce système de droit international au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez, le Conseil de sécurité de l'ONU a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il y avait les vainqueurs. Je veux dire, en gros, c'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les nations les plus puissantes. Elles étaient censées le rester et maintenir un équilibre des forces au sein du Conseil de sécurité. Cela ne veut pas dire que le système était parfait,
mais il permettait une certaine forme d'équilibre et faisait fonctionner le système du droit international, du moins pendant la guerre froide. À la fin de la guerre froide, les États-Unis sont apparus comme le pays le plus puissant du monde, non seulement grâce à leur économie, mais aussi en raison de leur présence militaire mondiale. D'ailleurs, l'armée américaine est, je crois, la seule au monde organisée selon des structures à l'échelle planétaire. Vous voyez, la plupart des pays ont des divisions ou des corps d'armée, mais les forces américaines sont organisées par continent. L'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie de l'Est, et ainsi de suite. Ainsi, la structure des forces armées américaines est déjà organisée à l'échelle mondiale. À la fin de la guerre froide, comme je l'ai dit, la Russie était clairement affaiblie, et elle se rétablit maintenant. Mais il lui a fallu presque 30 ans pour retrouver une présence significative. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Américains commencent à respecter la Russie. C'est presque la même chose avec la Chine. La Chine a connu un développement très lent jusqu'à l'an 2000, et depuis, elle s'est accélérée. Mais à la fin de la guerre froide, la Chine était encore presque un pays en développement. Vous vous souvenez peut-être de ces images de gens à vélo à Pékin, tous vêtus du même type de tenue, et ainsi de suite. Aujourd'hui, si l'on observe la société chinoise, elle est totalement différente de ce qu'elle était il y a seulement 30 ans. Juste après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont pu tirer parti de la suprématie dont ils disposaient et ont commencé à renforcer leur puissance à cette époque. Désormais, cette puissance est remise en question par la Russie et la Chine, ce qui crée une forme de conflit, pas un conflit direct, car les États-Unis commencent à comprendre. Mais cela alimente cette idée de rendre sa grandeur à l'Amérique. Et c'est probablement l'une des raisons qui explique le désir des États-Unis de prendre le contrôle de l'ensemble de ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, c'est-à-dire essentiellement le continent américain. Voilà la mécanique de tout cela. Le problème, c'est que le Conseil de sécurité et le système du droit international en ont souffert, parce qu'au sein de l'ONU, ce sont les États-Unis qui décident. Ce sont eux les principaux contributeurs. J'ai travaillé plusieurs années pour l'ONU et on peut constater que fondamentalement, les États-Unis décident de presque tout. Ils sont présents partout parce qu'ils financent tout. Lorsque Kofi Annan, par exemple, a exprimé l'idée de restructurer la politique de l'ONU et de revenir à quelque chose de plus égalitaire, de revenir, si l'on veut, au véritable système du droit international, c'était cela l'idée. Les États-Unis s'y sont opposés et ont déclaré « Eh bien, si vous faites cela, nous ne paierons plus ». L'ONU vit essentiellement des contributions américaines, ce qui signifie que les États-Unis y exercent un pouvoir considérable, tout comme au sein de l'OTAN. C'est pourquoi, même si les Européens souhaitent disposer de leur propre système de défense, ils ne peuvent pas se passer du soutien américain, car les États-Unis sont devenus indispensables à l'OTAN. Ils en sont le primus inter pares. C'est donc un problème. Nous sommes désormais sous la domination américaine pour tout. Tant que les États-Unis restent raisonnables et agissent conformément au droit international, il n'est pas problématique qu'ils soient une grande puissance. Mais dès qu'ils commencent à ignorer le droit international et à affirmer que les États-Unis doivent dicter la conduite du reste du monde, on se heurte évidemment à un problème. Then of course you run into a problem. And that's exactly the situation in which we are. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le but de tout cela est encore une fois de rendre l'Amérique à nouveau grande. Mais au lieu d'y parvenir par la concurrence, être meilleur que les autres, mieux performer, être plus innovant, plus créatif, avoir une meilleure ingénierie, proposer des produits meilleurs et moins chers, et ainsi de suite.
Les États-Unis ne sont plus capables de le faire. Alors, que font-ils? Ils essayent d'imposer leur volonté aux autres, car ils n'ont plus d'autres moyens de rivaliser. Et c'est là un peu le danger de la situation actuelle, car si l'on regarde l'Europe, par exemple, il n'y a absolument aucune concurrence pour les États-Unis. Vous savez, l'Europe prétend être, et en réalité pourrait potentiellement être, l'une des grandes puissances du monde, car avant tout, c'est un continent à la population immense. Elle possède un potentiel considérable en matière d'ingénierie, de créativité et de bien d'autres domaines. Et elle l'a déjà démontré par le passé. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'on voit très clairement, avec la direction actuelle de l'Union européenne, qu'elle accorde plus d'attention à l'affaiblissement de la Russie qu'au développement de l'Europe. Et cela traduit, encore une fois, un manque de compréhension stratégique et une absence de vision stratégique sur ce que l'Europe devrait faire. Elle agit presque de la même manière que les États-Unis. Au lieu de chercher à être meilleure que les autres, elle essaye de maintenir les autres à un niveau inférieur. Vous savez, dans une compétition, il y a deux façons de gagner. Vous pouvez vous améliorer, devenir meilleur que les autres, le meilleur. Et c'est la meilleure façon de remporter une compétition. Mais l'autre manière consiste à rester tel que vous êtes et à essayer d'affaiblir les autres, à les maintenir en bas. C'est l'approche négative. Ainsi, vous émergez comme le leader d'une certaine façon, mais pas en vous améliorant, en détruisant les autres. Et c'est exactement ce que font les États-Unis et ce que fait aussi l'Europe. Les seuls qui ont vraiment compris cette idée de la compétition, qu'il faut être meilleur, ce sont les Chinois. Et c'est là qu'ils entrent en jeu. Ils sont plus créatifs, plus innovants. C'est le pays qui dépose le plus de brevets chaque année. Ils forment chaque année plus d'ingénieurs que n'importe quel autre pays. Ils possèdent les meilleures universités et publient plus d'articles scientifiques que quiconque. Le problème, c'est que la plupart de ces articles sont rédigés en chinois, donc presque personne ne les lit. Mais ils existent et ils sont d'une qualité exceptionnelle. Or, comme nous ne voulons pas apprendre le chinois, eh bien, eux parlent anglais, ils parlent français, ils parlent allemand. Mais nous ne parlons pas chinois. En conséquence, ils ont un avantage. Ils sont meilleurs. Ils peuvent comprendre ce que nous faisons alors que nous ne comprenons pas ce qu'ils font. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les Chinois sont désormais les plus innovants. The Chinese are now the most innovative, and look around when you see Et regardez autour de vous quand vous voyez apparaître de nouvelles technologies, les technologies émergentes, comme on dit. Le design, regardez le design des voitures, celui des appareils électroménagers ou autres. Les Chinois ont clairement un avantage aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était le Japon ou certains pays européens qui excellaient dans la conception d'objets, un peu comme la Chine d'aujourd'hui. Les premières voitures chinoises étaient laides. Maintenant, elles sont extrêmement attrayantes. Elles ont de très beaux designs, beaucoup de fonctionnalités et ils peuvent produire à très bas coût. En conséquence, elles sont meilleures. De l'autre côté, l'Europe n'a rien su développer. Regardez l'intelligence artificielle. Les Chinois ont rendu l'IA opérationnelle. Nous, non. C'est intéressant, la manière dont nous procédons. Je veux dire, nous utilisons l'IA pour répondre à des questions sur Google et pour rédiger de jolis CV ou des dissertations, ce genre de choses. Les Chinois, eux, ont intégré l'IA dans les processus industriels. Ils ont ces usines sans fenêtres, des usines sombres, parce qu'ils n'ont pas besoin de lumière.
Tout est fait par des robots. Ils introduisent simplement des plaques de métal au début et une voiture finie sort à l'autre bout. Point final. Tout est réalisé par des robots grâce à l'intelligence artificielle. Ils l'ont rendu opérationnel et cela, bien sûr, réduit les coûts, améliore le niveau de vie et ainsi de suite. L'Europe n'a pas encore compris cela. Alors nous continuons à essayer de freiner les autres au lieu de nous élever nous-mêmes. Instead of raising ourselves. And the US is doing exactly that. I mean, Et les États-Unis font exactement cela. Je veux dire, tous ces pays, vous connaissez probablement mieux l'Iran, mais le Venezuela en est un autre exemple. Ce sont des pays qui ne sont pas fondamentalement hostiles aux États-Unis. Ils sont prêts à collaborer avec eux. Et vous connaissez la population iranienne mieux que moi. J'ai beaucoup d'amis iraniens et ce ne sont pas des gens opposés à l'Occident ou à l'Europe. Au contraire, ils y sont très ouverts. Ils ont simplement d'autres références culturelles, d'autres modes de vie et une autre compréhension du monde. Mais ils sont très ouverts au monde occidental et il serait extrêmement facile de les y intégrer. Mais nous ne faisons pas cela, parce que nous avons décidé une fois pour toutes que ces pays étaient des renégats. Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Cela remonte à des événements qui datent probablement de 40 ou 50 ans. Mais voilà. Et aujourd'hui, nous n'avons pas évolué au-delà de cela. En conséquence, nous les considérons toujours comme des renégats. Bien sûr, il y a d'autres aspects, surtout avec l'Iran, en ce qui concerne le conflit avec Israël. Mais au fond, c'est le même problème, simplement plus centré sur la question d'Israël. En tout cas, il serait extrêmement facile d'intégrer ces peuples dans le monde occidental et de comprendre qu'ils sont légitimes. Mais nous ne le faisons pas, parce que, et c'est pour cela que nous utilisons le mot légitimité, c'est quelque chose qui convient à tout type de politique. La légitimité. Qu'est-ce que la légitimité? Je veux dire, si je dis que vous êtes illégitime, que pouvez-vous répondre? Et c'est exactement le problème que nous avons ici. Au lieu d'utiliser la diplomatie, au lieu de dialoguer, au lieu d'essayer de se comprendre, de voir les avantages, de chercher une situation gagnant-gagnant, nous avons décidé, une fois pour toutes, que nous ne pouvions pas parler à ces gens. Nous avons même inventé des problèmes. J'ai mentionné Maduro, mais maintenant que j'y pense, nous avons eu le même cas avec Soleimani. Quand Soleimani a été tué, beaucoup ont dit qu'il soutenait les terroristes d'Al-Qaïda. Eh bien, c'est totalement faux. Je veux dire, Soleimani avait même été remercié par les États-Unis pour son aide dans la lutte contre le terrorisme djihadiste dans les années 1980. Alors vous voyez, nous construisons le dossier simplement pour qu'il corresponde à une politique. C'est exactement ce que j'ai dit, ce que nous avons dit tout au long de ce programme. Nous ne sommes plus dans l'ère du droit. Nous sommes dans l'ère des règles définies arbitrairement pour servir une politique, sans comprendre quelles en sont les conséquences à long terme. Et pour cette raison, nous créons plus de problèmes que nous n'en résolvons. Cela commence avec le cas du colonel Jacques Beau, cela se termine avec le cas de Maduro, ou probablement d'autres, mais c'est exactement le même principe. Au lieu d'avoir une prise de décision rationnelle fondée sur les faits, fondée sur le droit est un fait. On ne peut pas inventer le droit, il existe, point final. La légitimité, elle, n'existe pas. C'est quelque chose que l'on peut adapter à sa propre politique. Et c'est exactement là où nous en sommes. Ce que nous voyons ici est bien sûr une démonstration de puissance des États-Unis, mais en même temps, c'est une démonstration de faiblesse. Car cela montre que les États-Unis n'ont plus la capacité de s'imposer par la politique, par une approche rationnelle des choses. Ils ont été contraints d'inventer un dossier
contre Maduro, d'inventer une sorte de cartel qui n'existe pas. C'est précisément l'expression d'une faiblesse fondamentale. Quand on n'est plus capable de s'imposer par son intelligence, par sa capacité à être meilleur que les autres, alors il ne reste plus qu'à être pire que les autres. Et c'est exactement ce que cette affaire démontre. Exactement, oui. Je ne t'ai pas interrompu parce que je voulais te laisser donner une description complète de ta compréhension de la situation. Je suis tellement heureux que tu aies mentionné chaque détail dans ton analyse. C'était incroyable, Carl. Nous sommes toujours ravis de t'avoir parmi nous. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à nouveau et merci pour le soutien de tout le monde. Je veux aussi profiter de cette occasion pour m'adresser à votre public, car de nombreuses personnes parmi votre public, et d'autres également, ont exprimé leur soutien à ma cause. C'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissant. Carl, tu ne nous as pas envoyé le lien pour que nous puissions le mettre dans la description. S'il te plaît, envoie-nous les liens vers ces sites web qui essayent de t'aider, afin que nous puissions les inclure dans la description de cette vidéo. La raison pour laquelle je n'ai pas encore envoyé le lien, c'est qu'ils y travaillent encore. Il sera probablement terminé cette semaine. Tu sais, nous avons eu cette pause pendant les fêtes, mais maintenant, cela devrait être opérationnel bientôt. Dès que j'aurai les liens, je te les enverrai pour que tu puisses apporter tout type de soutien. Merci beaucoup. Une fois Graachi, dans la description de Tan de toutes les vidéos que nous avons faites jusqu'à présent. Excellent. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que tu pourras résoudre ce genre de problème, ces sanctions qu'il t'impose. Oui, c'est tout ce que tu peux faire. Moi aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part et merci à vous tous. Merci. Merci, Carl. À bientôt. Au revoir. À bientôt.